comment devenir un bon investisseur. Ou plutôt, quelle est la différence entre un bon et un mauvais investisseur? Alors, c'est vrai que dit comme ça, la question fait un peu penser au sketch des inconnus, les chasseurs. Style, le mauvais investisseur, c'est un gars, il a des liquidités, il voit un actif, il l'achète. Le bon investisseur, c'est un gars, il a des liquidités, il voit un actif, il l'achète, mais c'est un bon investisseur. la réalité, c'est que le mauvais investisseur essaie de gratter un petit billet par-ci par-là, mais finit par perdre de l'argent. Le bon investisseur, quant à lui, achète ses actifs en connaissance de cause et a des résultats qui l'enrichissent. Maintenant, à vous de choisir de quel côté de la barrière vous préférez vous trouver. C'est fait? Bien. Alors, aujourd'hui, nous allons voir les 3 éléments clés qui vous permettront de devenir un investisseur plus compétent que la moyenne. Du coup, on y va? Allez, on y va. Bonjour à tous et bienvenue sur 1, 2, 3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix et avec mon partenaire Le Cube, Salut tout le monde! nous allons aujourd'hui voir 3 qualités fondamentales à développer lorsqu'on veut se mettre à investir. Mais pourquoi on ne se contente pas de suivre ou de copier les conseils qu'on peut trouver sur des blogs ou des vidéos YouTube? On se casserait moins la tête, non? Eh bien, honnêtement, tu peux. Après, tout dépend des résultats que tu souhaites obtenir. Crois-tu vraiment que Warren Buffett réussit à battre systématiquement les marchés depuis plus de 25 ans juste en copiant ce que font les autres? Tu veux dire qu'on pourrait faire mieux que la moyenne? Eh bien oui. Personnellement, à partir du moment où j'ai commencé à mettre les mains dans le moteur et à développer ces 3 aspects, mes performances ont été multipliées par 2. Voyons ça sans plus tarder alors. Mais tout d'abord, si vous voulez apprendre à investir de façon efficace, n'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr, activez la cloche et les notifications pour être prévenu dès qu'un épisode est mis en ligne. Bien, on va commencer par l'aspect le plus évident, mais que pourtant un grand nombre d'investisseurs débutants négligent complètement. Celui qui se place bien avant le choix des actifs et l'achat de ceux-ci. Parce que pour choisir, il faut d'abord comprendre ce que l'on choisit. Ce n'est pas pour rien que le teaser de notre saison 2 s'intitulait « Apprenez à investir ». Parce que gagner de l'argent n'est pas un don qui apparaîtrait comme ça à la naissance. Ce n'est pas non plus l'apanage des personnes issues des milieux aisés. Bien au contraire, gagner de l'argent, le gérer et le faire fructifier, cela s'apprend. Oui, car s'il suffisait d'appliquer les conseils donnés à droite et à gauche pour réellement gagner de l'argent, eh bien, tout le monde le ferait depuis longtemps. Or, la majorité des personnes intéressées par l'investissement ne passent pas à l'acte parce qu'elles considèrent avoir un manque de connaissances en la matière. Et lorsque tu manques de connaissances, et ici d'éducation financière, car il s'agit bien de cela, tu as peur de faire une connerie. Surtout que la connerie en question risque de te faire perdre tout l'argent que tu as épargné. Donc, celui qui veut se mettre à investir doit se former, d'accord. Mais comment? Alors, de nos jours, ce n'est pas l'accès à l'information qui est un problème. Le véritable problème se trouve plutôt dans la sélection des sources d'informations, parce qu'il en existe tellement qu'on finit par s'y perdre. Trop de choix tue le choix. Mais, dans un premier temps, il peut être bon de multiplier ses sources, histoire d'avoir une vision générale. Vidéos, sites ou blogs spécialisés, livres papier, car ils sont souvent bien plus pointus que n'importe quelle autre source, mais aussi les personnes, car on peut avoir dans son entourage des gens qui s'y connaissent très bien. À force de chercher systématiquement la réponse à tout sur Internet, on oublie que la connaissance elle-même est produite par des êtres humains. C'était pas utile de dire ça, mais je trouve que ça clôturait bien. En suivant différentes sources, d'une part un premier tri s'effectuera naturellement, d'autre part vous développerez votre culture financière. C'est-à-dire qu'un ensemble de connaissances globales ou plus spécifiques va commencer à émerger. Et avec ces premières connaissances, arrive souvent une forme de curiosité sur certains aspects. Curiosité que l'on cherche à assouvir et qui augmente alors nos propres connaissances. Tout à fait. On a alors une meilleure compréhension des systèmes qui amène à une première grille de lecture, c'est-à-dire une façon de voir. Peu à peu, on passe au stade de l'intelligence financière,
qui permet d'établir ses propres règles et stratégies, mais aussi un esprit critique par rapport aux sources sur lesquelles on s'appuie. D'ailleurs, si vous voulez qu'on fasse un épisode plus spécifique sur les sources qu'on utilise, signalez-le en commentaire. Mais attention, la formation personnelle n'est pas une étape indépendante de votre parcours. Bien au contraire, pour devenir un investisseur compétent, il faut sans cesse faire des va-et-vient entre la théorie et la pratique. La théorie, c'est bien, mais à un moment ou à un autre, il va falloir acheter ses premiers actifs. Donc, passer à l'action. En d'autres termes, il faut se sortir les doigts du... Wow. Ce que veut dire le cube, c'est que si vous n'agissez pas, vous n'aurez aucun résultat. Je vois trop souvent des personnes qui se contentent de s'abonner à des chaînes YouTube, de regarder des vidéos, de lire des articles, sans pour autant faire quoi que ce soit derrière. Sauf qu'en même temps, passer à l'action, c'est un peu flippant. Parce que même si on a plus de connaissances qu'au tout début, il y a encore l'angoisse de faire une erreur. Connaissance ou pas connaissance, on se dit qu'on n'a peut-être pas tous les tenants et les aboutissants. Oui, on prend un risque. Mais justement, investir, c'est prendre des risques tout le temps. Donc rien de ce que tu pourras faire ne fera disparaître cette crainte. Par contre, il est possible de l'atténuer en passant d'abord par de la duplication de stratégie. La duplication de stratégie ? Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Eh bien, lorsque tu commences à comprendre les mécaniques de base d'un domaine d'investissement, suite à ta phase de formation, tu peux simplement commencer par reproduire des stratégies qui auront été appliquées par d'autres. Au bout de quelques temps, si tu continues à te former en parallèle, tu adapteras les conseils des autres à ton propre cas. Et ça, jusqu'au jour où tu auras suffisamment d'expérience pour monter tes propres systèmes. C'est un peu comme en cuisine, non ? Au départ, on suit des recettes à la lettre, après on se permet de changer quelques petits détails, et à la fin, on fait les choses à sa propre sauce. L'image est un peu curieuse, mais oui, c'est à peu près ça. Ensuite, pour limiter un peu les risques, lorsque tu reproduis une stratégie ou que tu suis des conseils donnés par d'autres, mieux vaut le faire sur de petites sommes. Parce que de cette façon-là, s'il y a perte de capital, celle-ci sera plus réduite. C'est ça. À la longue, la culture financière alliée à l'expérience du passage à l'acte permettra ensuite de se créer une vraie stratégie, c'est-à-dire la façon d'atteindre l'objectif que l'on vise en utilisant les mécanismes du domaine dans lequel on investit. Et plus la connaissance et l'expérience s'affinent, plus la stratégie devient efficiente. Je crois qu'il y aurait tout un épisode à faire sur les stratégies d'investissement. Oui, mais on s'en occupera plus tard. Par contre, ce que je peux dire, c'est que la stratégie va passer par des règles d'action qu'on applique systématiquement lorsqu'on se retrouve dans telle ou telle situation. En gros, les règles qu'on se donne sont du genre « s'il se passe ça, alors je fais ça ». Oui, et les règles permettent d'éliminer une partie des émotions liées à une prise de décision. Or, l'aspect émotionnel est bien souvent néfaste pour un investisseur. À ce propos, petit conseil de passage à l'action, lorsqu'une décision est prise, agissez sans plus attendre. Ça évite de passer à côté d'opportunités et de s'en mordre les doigts par la suite, c'est ça ? Exactement. J'en ai encore fait les frais récemment, comme quoi parfois même avec de l'expérience on se trompe, où j'ai un peu procrastiné sur une décision d'achat. Résultat, j'ai perdu la possibilité de faire une grosse plus-value. Bref, pour autant les règles ont quelque chose de rigide. Or, un investisseur se doit d'être tout sauf rigide. Ce qui nous amène à la troisième clé pour devenir un bon investisseur. Il y a eu une époque où investir était relativement facile. Il suffisait de faire une simple répartition entre actions et obligations, d'y investir tout ce que vous aviez et puis d'attendre. C'était le temps de la gestion en bon père de famille. Par la suite, un investissement plus dynamique est devenu nécessaire, avec des allocations d'actifs plus internationales pour pallier à la baisse des marchés d'une zone géographique, mais aussi plus diversifiées entre marchés financiers et immobiliers. Cependant, une gestion passive était encore possible. Aujourd'hui, l'ensemble des domaines d'investissement sont agités en permanence de crises qui obligent à être beaucoup plus actifs pour espérer réaliser des gains conséquents. Ceux qui cherchent à investir leur argent se doivent donc de cultiver une forme de souplesse dans leur stratégie et leurs pratiques. Qu'est-ce que tu entends par une forme de souplesse ? Eh bien, globalement, cela veut dire être capable d'adapter sa stratégie à tout moment pour pouvoir en changer le cas échéant. Être suffisamment réactif
pour réallouer ses fonds en fonction des événements, voire même être capable de changer complètement d'univers d'investissement afin de bénéficier de nouvelles opportunités si nécessaire. Ah oui, et cette souplesse ne peut venir que de la connaissance de plus en plus fine des systèmes d'un domaine d'investissement, mais aussi de l'expérience que l'on a de l'investissement dans plusieurs domaines. Attends, est-ce que ça veut aussi dire être partout à la fois ? Pas forcément. Tout dépendra du montant de capital détenu. S'il est important, tu peux te permettre d'avoir des fonds dans différents domaines tout en te focalisant sur un seul en particulier. Investissez dans un maximum de piliers possibles, mais concentrez-vous sur un seul à la fois. C'est exactement ça. Par contre, si ton capital est moins important, alors la souplesse et l'agilité financière, c'est être prêt à appuyer sur le bouton « Vendre » pour encaisser ses gains avant de les réallouer ailleurs. C'est pour cette raison que cette chaîne existe. Exact. Sur 1, 2, 3 richesses, nous essayons d'avoir une vision globale de l'investissement. Et celle-ci passe par la gestion d'actifs au sein de son enveloppe patrimoniale. Chaque volet du patrimoine est un pilier d'investissement qui va posséder lui-même ses propres secteurs de valorisation et ou de conservation de la valeur. D'accord. L'agilité financière, c'est au final savoir se retirer des endroits où il ne faut pas être pour se placer sur les domaines où l'on trouvera la plus forte espérance de gain. Belle conclusion, je n'aurais pas dit mieux. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à sa fin. Vous pouvez en compléter le contenu par le biais des articles de blog qui lui sont connexes. Parallèlement, je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, afin de nous soutenir et ne pas manquer un seul épisode. N'hésitez pas non plus à lâcher un like et à partager ce contenu. Et pour continuer à apprendre à investir, on n'a qu'à se dire à bientôt dans une nouvelle vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça.